recherche documentaire informatisée. Bon. Donc, voici comment est structuré le cours là. C'est-à-dire, le cours est structuré en 5 sections. Donc, lorsque vous avez votre sujet, donc, il faut transformer ce sujet-là en ce qu'on appelle son mot-clé. On fait une requête documentaire, il faut passer de votre sujet au mot-clé. Il faut aussi connaître les sources d'information. Les sources d'information, c'est-à-dire les moteurs de recherche, les plateformes, les bibliothèques numériques, les techniques aussi de recherche. Et enfin, il faut évaluer la qualité des sources que nous avons collectées. Et enfin, il faut faire ce qu'on appelle souvent une veille documentaire. C'est-à-dire la veille documentaire va permettre de vous mettre à jour sur un sujet bien donné. Lorsqu'il y a un article qui sort, lorsqu'il y a le mot qui sort en même temps, vous êtes en même temps informé. Et donc, vous faites une veille documentaire. Donc, qu'est-ce que la recherche documentaire? Donc, on va dire que la recherche documentaire, c'est une démarche systématique. Quand on parle de démarche systématique, c'est une démarche qui fait étape après étape. C'est-à-dire qu'on suit une démarche pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir identifier, récupérer et puis traiter les éléments d'information. C'est deux cours en un seul cours. Comment ça deux cours? Est-ce que tu ne peux pas montrer le même plan? C'est deux plans. Ici, ça c'est le plan de la recherche documentaire. Lorsque je fais ici, ça c'est le cours de TD. Donc, ici, on va voir la recherche documentaire, on va voir les outils de gestion des documents géographiques, on va voir comment il faut manipuler le logiciel Zotero et on va vous donner les structures et règles pour pouvoir rédiger un mémoire. Maintenant, nous sommes à ce premier recherche documentaire informatisée. Donc, on est ici maintenant. Ça va? Maintenant, ici, ce cours-là est structuré en 5 étapes. Voilà. Du sujet au mot-clé, les sources d'information, les techniques de recherche, qualité, pertinence des sources collectées et comment faire une mise en veille documentaire. Donc, ici, d'abord, j'essaie de définir qu'est-ce que c'est que la recherche documentaire. Donc, ici, on dit que la recherche documentaire, c'est une démarche systématique qui va vous permettre de pouvoir identifier, récupérer et puis traiter les éléments d'information. Donc, cette recherche documentaire-là va vous permettre de faire ce qu'on appelle une revue de thérapie. Parce que lorsqu'on vous donne un sujet de mémoire, il faut voir qu'est-ce qui a été déjà fait sur ce sujet-là. Quels sont ceux qui ont déjà travaillé, comment ils ont travaillé, comment ils ont abordé. Et ça va vous permettre de vous orienter, vous, maintenant, pour pouvoir aborder qu'est-ce que vous apportez de plus en fonction des travaux antérieurs. Donc, la recherche documentaire va vous permettre de pouvoir avoir une parfaite connaissance sur ce qui a été déjà fait et puis vous devez pouvoir maîtriser les outils. Donc, parce que le plus souvent, quand vous donnez un sujet, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez le sujet et vous allez coller ça sur un moteur de recherche. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut transformer le sujet en mots-clés. Et puis, les mots-clés, il y a
il y a des techniques pour pouvoir identifier les mots-clés. Donc, vous allez voir qu'il y a des mots-clés qui vont pouvoir définir l'objet du travail. C'est-à-dire, vous travaillez sur quoi? Donc, il va y avoir un mot-clé dessus. Quelle technique vous voulez employer? Il y a un mot. Où vous travaillez? Donc, il y a différentes manières pour pouvoir identifier les mots-clés là. Donc, vous devez transformer votre sujet en mots-clés. Et ça va vous permettre de pouvoir avoir ce qu'on appelle une richesse. Parce que quand on prend votre mémoire, on va voir que vous avez vraiment lu sur le sujet. Et ça va vous permettre de ce qu'on appelle avoir une rigueur scientifique. Parce que lorsque vous citez, il faut pouvoir bien référencer aussi les différents auteurs que vous allez citer. Donc, la question préalable avant de faire une recherche documentaire, on va se poser la question, mais c'est pour quel travail? C'est pour une thèse, c'est pour un master, c'est pour écrire un article, c'est pour faire un exposé. Donc, il y a des questions préalables à se poser. Donc, en fonction de ces questions-là, vous allez voir c'est quel type d'information vous recherchez. Et voici les 3 grandes étapes pour faire une recherche documentaire. Il faut d'abord définir le sujet avec ce qu'on appelle les mots-clés pour pouvoir construire une équation de recherche efficace. En deuxième partie, il faut faire la formulation d'une requête dans l'interface, soit d'un moteur de recherche, soit d'une plateforme. Et enfin, il faut pouvoir analyser les résultats que vous avez obtenus. Donc, définir en fait le sujet, vous allez vous appuyer sur ce qu'on appelle les encyclopédies, les dictionnaires pour pouvoir essayer de comprendre votre sujet. Des différents thèmes qui sont dans votre sujet. Et vous pouvez vous appuyer sur la méthode quotidienne. C'est-à-dire, c'est une méthode qui consiste à poser plusieurs questions, à savoir le quoi, le qui, le quand, le où, le comment et le pourquoi. Donc, cette méthode-là va vous permettre de pouvoir cerner, en fait, votre sujet. Donc, si on commence par le quoi, en fait, le quoi, c'est pour décrire un peu, c'est quelle activité, quelle activité, quelle tâche, de quoi s'agit-il? Donc, ici, le quoi, c'est un peu l'objet de votre étude. Après, nous avons le qui. En fait, le qui va essayer de décrire en fait les personnes qui sont concernées par le sujet. Si on parle peut-être des inondations, donc il y a les riverains. Si on parle des inondations, peut-être il y a des structures qui luttent contre l'inondation. Donc ici, le qui fait référence aux personnes. Après, nous avons le quand. Ça, c'est une question de date, une question de durée. On sait que les inondations se produisent normalement lors des événements pluvieux. Donc, ici, on va essayer de définir en fait la période, le quand. Et le où, ce sont les questions de lieu, contexte, lieu, vous devez décrire un peu le lieu. Et vous avez le comment. Comment vous allez procéder pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc ici, le comment fait allusion à la méthodologie, à la méthode. Et le pourquoi ici, c'est fait allusion un peu à tout ce qui est cause et conséquence. Donc, donc, donc ici, on est dans le quoi, le qui, le quand, le où, le comment, le pourquoi. Et ça, c'est les exercices que vous devez faire aussi. Vous avez déjà vos sujets de recherche, il faut se poser ces questions-là. Il s'agit de quoi?
Et lorsque vous devez identifier les mots-clés, normalement dans les mots-clés, on n'utilise pas on n'utilise pas de prénom, ni d'article, ni de verbe. Et puis il y a des mots, il ne faut pas évaluer différents prénoms. Il faut utiliser des mots qui vont vous aider à vraiment faire ressortir votre thématique. Et comme je disais au niveau des mots-clés, il y a un mot qui va peut-être freiner le sujet, c'est-à-dire si vous parlez de déforestation, donc déjà, pas de déforestation ou bien de dégradation, dégradation des terres. Maintenant, quelle méthode vous employez? C'est quoi? C'est la détection active, la détection passive, c'est les images lidar, ou vous faites pas une classification divisée, supervisée. Voilà. Maintenant, il y a un mot-clé qui va aussi vous aider à cerner le lieu. C'est-à-dire, vous travaillez dans quel contexte? C'est le lieu, un peu, c'est si vous êtes peut-être dans une forêt dégradée, voilà. Donc, vous dites en fait où vous travaillez. Donc, voici un peu. Donc, ici, donc la première partie, lorsque vous avez votre sujet, vous devez transformer ce sujet-là en des mots-clés. Lorsque maintenant vous allez transformer vos sujets en mots-clés, vous allez maintenant interroger les sources d'information. Donc, au niveau des sources d'information, on a la typologie au niveau des documents et on a les types de ressources. Donc, ici, il y a les documents, les types de ressources. Parce que les documents, on peut avoir fait à quoi? On peut avoir fait un article, un mémoire de master, une thèse, une habilitation à diriger la recherche. Donc, ça, c'est les différents types de documents. Les types de ressources où je vais trouver en fait ces documents-là. Soit je vais dans un moteur de recherche, une plateforme, une bibliothèque numérique. Donc, c'est nous allons voir maintenant. Donc, au niveau des types de documents, nous avons en premier lieu ce qui est dictionnaire, encyclopédie. Ça fait partie d'une classe. Et on a ce qu'on appelle les livres et les monographies. Donc, si vous avez les livres, ça c'est une autre document. On a aussi ce qu'on appelle les périodiques. Donc, comme ce sont les documents qui vont sortir soit chaque trimestre, chaque mois, chaque année. Et ça, ici, on retrouve ce qu'on appelle les articles scientifiques. Nous avons ce qu'on appelle la littérature grise. C'est tout ce qui est mémoire de master, mémoire de thèse. Nous avons des documents spécifiques, cas, PV, images, données statistiques. Quand vous prenez les données statistiques, maintenant, vous faites allusion au recensement de 2021, donc ce qui est à jour actuellement. Et vous avez la documentation officielle, tout ce qui est décret, loi. Et si vous travaillez sur les mines, il y a le code minier. Et si vous travaillez sur les pétroles, bien sûr, il y a le code de l'environnement. C'est le code de la propriété, ce qu'on appelle la documentation officielle. Au niveau des types de ressources, si les types de ressources, je vais essayer de les classer en 4 grands groupes. Nous avons ce qu'on appelle les catalogues de bibliothèques, nous avons les bases de données, les plateformes d'éditeurs et les moteurs de recherche. Donc, ici, on essaie de définir un peu, avec les catalogues de bibliothèques, on a le catalogue TICDOC et puis WorldStar. Donc, on a aussi les bases de données. Ici, vous pouvez utiliser beaucoup la base de données thèse.fr. Vous allez sur ce catalogue, vous aider aussi à voir un peu qui a travaillé sur le sujet, quelle méthode ils ont employée. Donc, thèse.fr. Ici, Science Direct, qui est une plateforme où vous pouvez trouver beaucoup d'articles. Ici, sur Science Direct, vous pouvez trouver beaucoup d'articles. Mais souvent, ces articles-là ne sont pas en accès libre.
Mais il y a d'autres qui sont en accès libre, il y a d'autres qui ne sont pas en accès libre. Donc, si vous avez peut-être des connaissances dans une université de l'autre, vous pouvez les envoyer, eux, qui ne sont pas bibliothécaires. Ou bien, bon, vous allez voir si vraiment l'article vous intéresse. Ce sont les articles qui sont du coup très héros, Maintenant, vous avez beaucoup d'argent que vous pouvez acheter en ligne. 10 euros, 13 euros, ça fait combien? Ça ne peut même pas faire 10 000 francs CFA. Et nous avons ce qu'on appelle le moteur de recherche. Ici, pour le moteur de recherche que vous utilisez beaucoup, c'est quoi? C'est Google. Voilà. Or, ici, c'est vrai que, en fait, le Google, ça, c'est un moteur de recherche général. Mais pour les études universitaires, il faut utiliser aussi le Google Scholar. Il y a le Google Scholar, il y a Sémantique aussi qui est très bon. Il y a plusieurs il y a trois moteurs de recherche comme ça qui sont, voilà, qui vont vous aider à vraiment cerner votre sujet. Donc ça, c'est très important. Parce que quand vous comprenez bien votre sujet, quand vous cernez bien votre sujet, à la fin, quand vous avez vos résultats, vous pouvez discuter basiquement. Parce que vous maîtrisez les contours de votre sujet. Est-ce que ce phénomène a été traité ailleurs? Dans quel contexte? Ici, nous sommes dans un climat tropical. Peut-être ça a été traité aussi dans un contexte tempéré. Ou bien, nous sommes dans un contexte Abidjan dans le bassin sédimentaire. Peut-être qu'on travaille peut-être dans les aspects des sols. Donc, il faut rencontrer les contextes. Il faut voir qu'est-ce qui a été déjà fait sur votre sujet. Donc, vous parlez d'abord sur un moteur de recherche général, Google, Yahoo, et tout, mais les moteurs spécifiques comme Google sont très importants. Maintenant, donc nous avons vu en première partie qu'il faut traduire le sujet en mots-clés. Nous avons vu aussi les sources d'information, c'est-à-dire les types de documents, et puis les différentes sources d'information, c'est-à-dire ce qui est moteur de recherche, plateforme d'éditeur, tout et tout. Nous allons voir maintenant les techniques, c'est-à-dire comment faire une recherche. Donc, nous allons parler des opérateurs de recherche. Et avec les opérateurs de recherche, on va toucher directement ce qu'on appelle les opérateurs de logique ou bien les opérateurs booléens, c'est-à-dire le et, le ou et le sauf. Lorsque nous avons, j'identifie ici, donc les trois mots-clés ici. Donc mes mots-clés de quoi? J'ai la clé de détection, j'ai les SIG, DGF, l'hydrologie. Quand je mets le ou, c'est-à-dire télédétection, ou SIG, ou hydrologie, ça fait référence à ce qu'on appelle à l'union. Donc, le moteur de recherche ou bien la base de données va me chercher tous les documents qui parlent de télédétection ou bien de SIG ou bien d'hydrologie. Donc, le ou fait référence à l'union. Le et va me chercher sur les documents qui parlent en même temps de la télédétection, des SIG et de l'hydrologie. Donc, on voit ici, ça c'est une intersection, le et. Le sauf va me faire une exclusion, c'est-à-dire, je veux tous les documents qui parlent soit de la télédétection ou des SIG, mais on ne peut pas référence à l'hydrologie. Voilà. Donc, voici un peu comment nous jouons avec les opérateurs logiques. Avec ces opérateurs logiques-là, on peut ajouter aussi ce qu'on appelle les parenthèses pour construire une équation plus détaillée, c'est-à-dire ici j'ai mis quoi? Télédétection et hydrologie, en parenthèse, Côte d'Ivoire ou Sénégal. Donc,
Ici, je vais rechercher les documents qui parlent en même temps de la détection et de l'hydrologie, mais soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Et maintenant, lorsqu'on veut rechercher les expressions exactes, on met des guillemets. C'est-à-dire, je recherche des documents qui parlent d'analyse multicritère. Parce que si je mets analyse multicritère, l'ordinateur, il cherche multicritère, en fait, il ne suit pas l'ordre logique des mots. Donc, si je veux qu'on suive l'ordre logique des mots, en fait, une expression exacte, je mets des guillemets. Donc, ici, on dit les guillemets permettent de lancer une recherche sur une chaîne de caractères. Donc, analyse, donc il va chercher, il suit l'ordre des mots ici. Analyse multicritère à référence spatiale. Alors, professeur. Oui. S'il vous plaît, dans le diapo précédent là. Oui. Vous avez essayé de traduire les termes et ou en anglais, sauf là. Voilà, vous avez mis or. Ah, ok. En anglais, voilà, c'est except en anglais. Ok, d'accord. Je vais expliquer ça. Okay. Encore merci. Moi, je ne l'ai même pas vu. Ok. Donc, ça va? Oui, ça va, professeur. Miss Yao. Oui, ça va bien, merci. Ça va bien, ok, d'accord. Ok. Il y a qui encore? Akishi? Est-ce qu'il est là? Ça va ici aussi? Ok. Donc, lors d'une recherche, on peut être confronté à deux problèmes, c'est-à-dire la notion de bruit et des notions de silence. Imaginez que je fais une recherche sur un thème bien précis, mais j'ai trop de documents. Donc, ça veut dire ici, j'ai trop de résultats. Donc, ici, on va essayer de restreindre un peu la recherche, c'est-à-dire peut-être prendre des mots-clés assez spécifiques. Si j'avais mis télédétection, peut-être je vais préciser télédétection active ou passive, ou bien je vais parler des images que j'utilise. Voilà. Si c'est Sentinelle 2, si c'est Sentinelle 1, si c'est Sentinelle 3, voilà, assez spécifique pour pouvoir restreindre ma recherche. Si je fais une recherche aussi où je n'ai pas de résultats, ou j'ai peu de résultats, ici, on est dans la notion de silence. Donc, il faut faire quoi? Il faut élargir un peu la recherche, prendre des mots-clés un peu plus généraux, en fait. Donc, dans l'autre cas, il faut prendre des mots classés spécifiques pour pouvoir restreindre la recherche. Et dans l'autre cas, il faut un peu élargir la recherche aussi. Donc, on a ces deux notions-là. Les notions de bruit et les notions de silence. Et à la fin, il faut pouvoir évaluer. Il faut pouvoir évaluer les documents que vous avez trouvés. Pour évaluer les documents que vous avez trouvés. Voir la pertinence. Donc, pour évaluer les documents, on lit d'abord le titre, puis on lit le résumé, on voit la carte des matières, voilà. Est-ce que ce document-là va nous intéresser? Donc, vous pouvez évaluer. Et il y a ce qu'on appelle la mise en place d'une veille documentaire. Ici, ça va permettre d'être à jour. Si, lorsque j'identifie mes mots-clés, avec ces mots-clés-là, je peux interroger une base de données produits. Lorsqu'il y a un article ou bien il y a une pièce, un document qui parle de ces mots-clés-là, automatiquement, moi, je reçois un message dans ma boîte mail et je peux aller maintenant consulter ce document-là. Et vous allez voir que vous êtes à jour, c'est-à-dire vous travaillez en 2022, mais vous avez des documents aussi de 2022. Parce que souvent, vous travaillez en 2022, vous citez les documents de 2000, 2001. C'est bon, mais il faut actualiser aussi. Il faut actualiser.
Donc, pour faire la mise en veille documentaire, ça c'est 20 sujets. Vous êtes des champions en matière de net, donc vous pouvez, voilà, il faut disposer en fait de mots-clés, il faut disposer d'un courriel, et puis voilà. Et puis, sur Google Scholar, vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Sur Google Scholar, vous pouvez faire une mise en place d'une veille documentaire. Donc, une fois qu'il y a des documents qui correspondent à vos mots-clés que vous avez ciblés, on vous envoie en même temps juste un mail pour dire il y a tel document qui est disponible et qui traite de tel sujet. Voilà. Donc, ici, on vient de finir avec ce qu'on appelle la recherche documentaire informatisée. Donc, comme je disais, cette recherche documentaire informatisée-là est très importante pour l'état de l'art. Ce qu'on appelle le plus souvent état de l'art, revue de littérature. Après, ça vous permet de pouvoir cerner votre sujet. Qui a déjà travaillé sur ce sujet-là? Comment ils ont abordé ce sujet-là? Avec quelle technologie, avec quelle technique, avec quelle méthodologie? Ici, c'est les images peut-être. Hein, avec quelle image on travaille, quel capteur on travaille, à quelle résolution on travaille. Voilà. Et puis, ça va vous aider à pouvoir apporter un plus. Si les gens beaucoup travaillent avec l'optique, beaucoup travaillent avec des images hyper spectrales. Si on travaille peut-être avec des images Landsat, vous pouvez travailler avec des images Aster, ou bien des images Sentinel. Voilà, donc à vous d'apporter quelque chose de plus. Bon, il y a des questions qui sont en ligne. Miss Yao? Non, professeur. Ça va, ok, d'accord. Descartes? Adenga? Anno? Professeur, Oui. ça va? Ça va, professeur? Pas de questions? Non, pas de question, professeur. Ok, d'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, traduisez vos sujets en mots-clés. Traduisez vos sujets en mots-clés. Et puis, à l'aide de ces mots-clés-là, maintenant, vous pouvez interroger maintenant différentes plateformes. Et vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on appelle les opérateurs logiques et ou sauf. Vous pouvez aussi compléter avec les parenthèses ou les guillemets pour pouvoir faire une recherche qui suit un groupe de mots. C'est bon? Maintenant, nous allons attaquer les outils de gestion des références bibliographiques. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous, on a rédigé les références bibliographiques manuellement. Mais vous devez vous appuyer sur les outils. Donc, il y a des logiciels qui vous permettent de pouvoir faire automatiquement, c'est-à-dire les citations et lister les références bibliographiques. Donc, on va voir un peu comment ces outils-là fonctionnent. Donc, ce coup-là, c'est pour voir le mode de fonctionnement avec les logiciels de gestion des références bibliographiques. Donc, ici, ce cours est structuré en 3 grandes parties. Donc, on va vous parler de la généralité sur tous les outils de gestion, la généralité sur le logiciel Zotero et l'installation, l'interface et la prise en main du logiciel. Voilà, comme la configuration toute la main du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'une référence ou qu'est-ce qu'une bibliographie? Donc, ici, on a essayé de définir la bibliographie comme étant le répertoire de références d'ouvrages ou d'articles présentés de façon ordonnée lors de la rédaction de votre travail. Ici, en l'occurrence, votre travail, c'est votre mémoire. Donc, vous allez voir que nous, ici, le plus souvent en sciences, c'est-à-dire la faculté
à l'UFRTL. Et à la fin, on ne met pas simplement bibliographie. Vous allez voir les gens de l'aide, nous on met référence bibliographique. Quelle est la différence entre référence bibliographique et la bibliographie? Quand on parle de la bibliographie en général, c'est-à-dire tous les documents que vous avez consultés pour pouvoir comprendre votre sujet, pour pouvoir écrire. Ici, nous, quand on parle de référence bibliographique, c'est tous les documents que vous avez cités dans votre document. Parce que vous pouvez consulter un document, mais sans le citer, en fait. Ça fait partie de la bibliographie. Mais nous, quand on parle de référence bibliographique, c'est tout ce qui a été cité dans le document. Voilà. Donc, c'est tout ce qui a été cité dans le document que nous avons listé à la fin. On va parler de référence bibliographique. Et une référence bibliographique est une notation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien, qui a des codes en fait. Donc, qui est codé. Et ici à l'UFR, on a aussi la charte de l'UFR STLF pour pouvoir voir comment écrire les références bibliographiques. Donc, la fonction, c'est de pouvoir montrer la qualité de votre travail d'abord. De pouvoir donner une idée sur les différentes publications sur votre sujet, de permettre de pouvoir identifier et localiser tous les documents que vous avez cités dans votre document. Parce que quand on prend votre document de master, si vous citez un auteur, on doit pouvoir le retrouver et voir vraiment est-ce que cet auteur-là a sa place là. Si vous travaillez dans un contexte, comment on appelle ça même là, dans un contexte, que vous citez peut-être un auteur, mais non, que cet auteur ne correspond pas à votre contexte de travail. Donc on vérifie tout et tout. Et ça vous permet aussi le respect du droit de la propriété intellectuelle. Lorsque vous citez un auteur, il faut mettre ces références parce que cette phrase ou bien cette affirmation n'est pas de vous. Donc il faut mettre des sources, des références, c'est très important. Donc, pour pouvoir rédiger une bonne bibliographie, on a besoin de 3 documents, c'est-à-dire on a besoin des données fiables et des données complexes. D'abord, nous avons besoin aussi d'un style bibliographique. Et enfin, on a besoin d'un logiciel pour pouvoir automatiser ça. Est-ce que c'est obligé en fait de mettre les références des auteurs en fait? Bien sûr. On va plus te faire une mémoire sans mettre. Ici, c'est la science. C'est-à-dire, quand on parle de recherche scientifique, on se base sur ce qui était déjà fait. Donc, quand on vous donne un sujet, déjà, l'état de l'art va vous permettre de voir qui a déjà travaillé sur, parce que ce n'est pas vous les premiers en fait à travers ce sujet-là. Donc, il y a une reconnaissance scientifique. Il faut dire d'abord les gens qui ont déjà travaillé sur ce sujet-là. Voilà. Comment ils ont abordé. Donc, tout ça, on parle de l'état de l'art revu. Même dans votre méthodologie. Ce n'est pas vous qui avez créé ces méthodes-là quand on parle de classification dirigée, supervisée. Il y a des auteurs qui ont travaillé dessus. Mais pour évaluer une classification, lorsqu'on parle des coefficients de kappa, non, il y a des auteurs qui ont travaillé pour dire que lorsque le coefficient se situe dans tel grille, on peut dire que la classification est bonne. Ou bien voilà, il faut citer. On ne peut pas faire un travail de recherche sans, ce n'est pas un rapport de stage sur le monde. Voilà, il faut citer. Donc, pour pouvoir écrire une bonne bibliographie, comme il faut disposer de données fiables et de données complètes, d'un style bibliographique et puis d'un logiciel de gestion
de référence bibliographique. Quand on parle de données fiables complètes, donc, vous avez vu, je vous avais déjà parlé des types de documents. Donc, ici, vous avez affaire soit des articles, soit à des mémoires. Quand on parle de mémoire ici, c'est tout ce qui est littérature grise, c'est-à-dire mémoire de master, mémoire de DEA, mémoire de thèse, hein, les HDR. Voilà. Donc, on a les mémoires. Ici, on a les livres, et on a aussi les chapitres de livres, et on a les colloques, et on a les rapports techniques, les rapports de recherche. Donc, ça, c'est les différents documents que vous pouvez consulter. Lorsqu'on a fait, ici spécifiquement un article, donc pour pouvoir identifier un article, on doit connaître les auteurs, l'auteur ou les auteurs, l'année de publication, le titre de votre article, le nom de la revue où votre article a été publié, le volume, le numéro et la pagination. Dans l'ordre, voilà. Dans l'ordre, c'est comme ça. On cite. Donc, ici, donc vous avez le titre, intégration des données. Voilà. Donc, dans l'ordre, on donne d'abord le ou les auteurs, l'année de publication, le titre de votre article, le nom de la revue où l'article a été publié, le volume, le numéro et la pagination. Ça, c'est les articles. Lorsqu'on a fait à un mémoire, c'est-à-dire un mémoire de master, un mémoire de thèse, il faut citer, nous avons l'auteur, l'année de publication d'édition, le titre du mémoire. Nous avons aussi la nature du mémoire. Vous savez, maintenant, nous sommes passés aux thèses uniques. Avant, il y a ce qu'on appelait thèse de troisième cycle. Et après, la thèse de troisième cycle, il y a ce qu'on appelle la thèse d'État. Donc, tous ceux qui ont fait les thèses de troisième cycle, normalement, ils évoluent, ils peuvent être assistants, pour passer à mettre des conférences. Il fallait faire la thèse d'État. Et avec la thèse d'État, vous pouvez évoluer à mettre des conférences et postures titulaires. Maintenant, on peut à ce qu'on appelle une thèse unique. Donc, il faut spécifier la nature du mémoire. C'est une thèse unique. C'est une thèse de troisième cycle. Ou bien, c'est un master, c'est un mémoire de master, c'est un mémoire de DEA. Avant les masters, on fait les mémoires de DEA. Il faut préciser la nature du mémoire. Il faut préciser aussi l'institution. Donc, ici, en l'occurrence, l'institution ici, ça c'est l'université Félix Houphouët. Si vous faites une thèse en co-tutelle, l'institution porte maintenant, vous mettez le nom des deux universités. Parce que quand vous faites une thèse en co-tutelle, ça veut dire que vous êtes inscrit dans deux universités. Mais si vous faites une thèse en co-direction, c'est différent de la co-tutelle. En fait, la co-direction, ça veut dire que vous avez deux encadrants qui sont dans des universités. Voilà. Mais vous êtes inscrit peut-être à propos du et puis vous avez peut-être un encadreur qui est peut-être ailleurs. Alors, professeur. Oui. Est-ce qu'on peut citer les thèses professionnelles? Par exemple, je m'explique. Oui. Par exemple, dans des écoles françaises, je donne l'exemple d'une thèse professionnelle que j'ai fait. Les thèses professionnelles, c'est les masters spécialisés. Master avec E accent grave. C'est-à-dire, oui. ça requiert un bac plus 4, soit un bac plus 4 avec 3 années d'expérience, ou un bac plus 5 avec au minimum 2 années d'expérience. Est-ce que ces thèses-là, on peut les citer aussi? Oui, on peut les citer, il n'y a pas de souci. D'accord, professeur. Voilà. On peut les citer, mais s'il faut bien préciser la nature du mémoire. Voilà. Master, voilà. Souvent, on parle de master. Voilà. Donc,
ici, c'est la nature du mémoire et puis l'institution. D'accord, professeur. Voilà. Donc, vous allez voir ici la pagination, on donne le nombre de pages et à la fin, on met P point. Or, pour ici les articles, et donc on met P point et on donne l'intervalle, c'est-à-dire cet article-là se trouve peut-être de la page 128 jusqu'à la page 135. Voilà. Or, ici, avec les mémoires, on donne seulement le nombre de pages du mémoire. Et normalement, le nombre de pages là ne prend pas en compte les annexes. C'est-à-dire qu'il faut comptabiliser le nombre de pages d'un mémoire pour prélever jusqu'à la dernière page des références bibliographiques. Voilà, c'est là où on s'arrête. Maintenant, s'il y a des annexes, vous pouvez ajouter plus annexes. Voilà. Mais le plus on prend en compte les annexes. Donc, nous avons aussi les livres. Donc, quand vous avez les livres ici, ou les livres, on doit disposer l'auteur ou les auteurs, l'année, le titre de l'ouvrage, la maison d'édition, ville, pays, et puis la pagination. Même chose avec les chapitres de livres. Même chose aussi avec les colloques. Donc, ici, les colloques, si vous participez à un colloque où vous avez fait une présentation, donc il faut avoir l'auteur, l'année, le titre de votre présentation, le nom du colloque aussi, la date, ville, pays, et puis la pagination. Donc, les rapports de recherche aussi. Donc, si vous remarquez, vous ici, je pense que vous devez plus vous axer sur les articles scientifiques et puis les mémoires. Articles scientifiques et mémoires. Maintenant, pour des thèmes où on peut aussi, il y a des livres aussi qui abordent, qui doivent être bien saisir votre sujet. Donc, vous pouvez vous appuyer sur les livres, ou bien sur les chapitres de livres, ou bien sur les articles scientifiques et sur les mémoires. C'est bon? Donc, on dispose maintenant de données, c'est-à-dire, lorsqu'on a notre article ou notre mémoire, on a les éléments d'identification. Lorsqu'on a les éléments d'identification, on va parler maintenant de style bibliographique. Comment on va codifier les auteurs. Donc, le style bibliographique va définir la façon dont les éléments bibliographiques, c'est quoi? Auteur, année, titre, comment ces éléments-là vont être cités et puis référencés. Donc, on a deux grands systèmes en matière de style bibliographique. On a le style Harvard et on a le style Vancouver. Le style Harvard, c'est le style auteur-date, c'est-à-dire on met l'auteur, vous voyez le bouton, on met l'auteur et on met l'année, Quadio, 2022. Voilà, ça c'est le style Harvard ou le style auteur-date. Mais vous allez voir dans les documents, quand on cite, on met juste un crochet et on met les numéros. Ça, c'est le style Vancouver, c'est une citation numérique. Donc, voici un exemple ici. Ça, c'est le style auteur-date. Donc, vous voyez comment c'est cité et puis comment c'est référencé. Il faut bien voir. Oui. Le AL, ça veut dire collaborateur, allié, et ça, c'est en latin. Donc, c'est pourquoi il est en italique. Le et le AL sont en italique. Ça va? Voilà, c'est une abréviation. Puisque cet article-là, c'est pas pour celui qui a fait. Donc, vous voyez, ici, on va faire référence. Je crois que faire référence à la deuxième citation. Donc, on a Kwame ici. On a Kwame, on a Kassi, on a Oulare, on a Adam et on a Bernier.
Donc ici, il y a plus de combien d'auteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 auteurs. Donc, lors de la citation, on va pas mettre ces 6 auteurs-là. Donc, lors de la citation, on met seulement le premier auteur et allié. Ça va? Là c'est lors de la citation ici. Le et le al sont en italique. Normalement, quand vous écrivez tout ce qui est en latin, doit être en italique. In situ, voilà. Quand vous écrivez les in situ, a posteriori, voilà, tout ça c'est en italique parce que c'est en latin. Donc, et al, le al, comme c'est abrégé, il y a un point. Vous voyez, après le al, il y a un point et il y a une virgule et il y a l'année. Voilà, c'est comme ça que vous devez écrire les références. Quand vous avez tout votre mémoire, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut écrire. Oui, ceux qui sont en ligne. Oui, je voudrais savoir, Oui, quand on écrit Kwame et Al, oui, bon, on suppose que c'est en 2011, enfin, en 2011 que Kwame a publié son livre. c'est ça. Et les autres, le Al, si par exemple, il y a des gens qui ont publié aussi le même document dans des années différentes, comment est-ce qu'on peut noter ça? C'est-à-dire, dans la même parenthèse, vous voulez citer plusieurs auteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on cite plusieurs auteurs, on va suivre l'ordre en fait des années. C'est-à-dire, on ne prend pas l'ordre alphabétique. Donc, on va citer des plus anciens aux plus récents. Est-ce que c'était ça la question? Oui, c'est un peu ça. Non, Voilà. mais maintenant, puisque on a utilisé Kwame et Al, Oui. est-ce que les autres là, on doit les citer? Bon, je veux dire, Kwame a publié son livre en 2011. Oui. Il y a Nguessan qui a publié son livre, enfin, qui traite le même sujet en 2012. Oui, Et ainsi de suite. oui. Maintenant, quand on doit les prendre, on doit prendre les références. Comment on peut noter ça? Oui. En fait, s'ils ont travaillé sur le même sujet, c'est-à-dire, en plus, genre les travaux, genre de Kwame, et ceux de Nguessan, Oui. voilà, on peut les citer. C'est-à-dire, soit vous faites une citation, en fait qui est directe. Parce que si les citations, vous voyez qu'il y a deux manières de citer. Soit je donne la phrase et je mets la référence ou la source en parenthèse, ou bien je peux faire une citation, je donne direct ici. Dans les travaux d'Adam et Al, vous voyez ici. Donc, ici, il y a un point, mais il n'y a plus de virgule. On met directement la parenthèse. Parce que ici, on fait une citation, c'est-à-dire les travaux de Sorokobi et Allier et ceux de c'est différent d'écrire les travaux, et puis en parenthèse, maintenant, je mets la source. Donc, il y a deux manières de citer, si vous voyez. En fait, c'est deux manières de citer là. Et lorsqu'on cite, comme votre ami, en fait, on suit, voilà, non, on suit l'année. C'est-à-dire, si j'ai plusieurs auteurs qui ont traité le même sujet, je vais prendre maintenant l'année. Donc, je cite les auteurs les plus anciens d'abord et après les plus récents. Voilà. Je ne suis pas l'ordre alphabétique, mais je suis l'ordre, comment on appelle ça, chronologique. Chronologique. Voilà, c'est ça. Donc, attends, je finis. Donc, ici, donc vous voyez dans le test, nous avons fait des citations. Et à la fin, maintenant, ici, on fait maintenant ce qu'on appelle la référence bibliographique. Donc, ici, dans la référence bibliographique, lorsqu'on met le nom patronymique, on va ajouter les prénoms. Et puis, mais on ne met pas tous les prénoms. C'est-à-dire qu'on abrège les prénoms, une virgule après, puis on cite l'autre. C'est pourquoi, lorsque vous êtes un scientifique, vous devez avoir un nom scientifique. C'est-à-dire, imaginez,
ceux qui ont en deux noms là, ça ne pose pas de problème. C'est Nafi, voilà. Mais il y a des gens qui ont peut-être 5 noms. C'est-à-dire un prénom et un nom plus 5 noms. Vous n'allez pas mettre tous ces prénoms-là. Voilà. Vous voyez. Donc, il faut avoir un nom, c'est-à-dire vous avez votre nom et puis vous pouvez écrire. Moi, quand j'écris, c'est comme ça. Adam, le G, c'est pour Nyangui, le C, c'est pour Christian. J'ai un autre nom, mais je n'ai pas. Ça fait un peu trop long. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui ont 2 ou 3 noms, là, ça ne pose pas de problème. Mais ceux qu'on a beaucoup aimés, qu'on a donné peut-être 6 noms, 8 noms, voilà. Vous devez... Donc, ça, on est dans le style Avad, auteur, date. Ça va? Mais ici, il y a plusieurs manières de coder. Ici, c'est comme ça. À l'UFS, c'est comme ça, on codifie. On met les noms. Lorsque je vais mettre le dernier auteur, je mets le et. Et si je mets le point, je ne mets plus de virgule maintenant. Le et, entre parenthèses. Donc, ici, comme on a dit au départ, ça, c'est un article scientifique. Donc, j'ai le nom des auteurs. J'ai l'année de publication. J'ai le titre. Non, je vais prendre ça. Donc, le nom des auteurs, année de publication, le titre, en fait, de l'article, le nom de la revue, Afrique Science, le volume 7, numéro 2, pagination, c'est-à-dire cet article-là se trouve dans cette revue entre les pages 94 et 114. Ici, une goenne ici, ça c'est un mémoire, ça c'est une thèse de doctorat. Donc, ici j'ai le nom, l'année de soutenance, le titre de la thèse. Ici c'est une thèse de doctorat. Donc, on a une thèse de doctorat. L'institution, donc l'université. Bon, le plus souvent, eux ajoutent INRS, ça c'est l'institution aussi. Et la pagination. Ici, Université de Québec, donc on va jouer entre parenthèses peut-être, mettre le nom du pays. Voilà. Le Canada, le Québec, voilà. Et puis maintenant, ici vous avez la pagination. Oui, c'est voilà. Lorsqu'on est dans une mémoire, on donne le nombre de pages. Lorsqu'on est dans un article, on dit cet article-là. Parce que ici, cet article-là, il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs articles dans la revue. C'est-à-dire, quand je prends cette revue Afrique Science, le volume 7 et le numéro 2, peut-être il peut y avoir 15 articles dedans. Mais nous, notre article-là se trouve au niveau entre les pages 94 et 114. Ça, c'est notre article. Voilà. Parce que dans une revue, on dit peut-être si c'est une revue trimestrielle ou bien semestrielle, donc quand la revue sort, il y a plusieurs articles à l'intérieur. Donc, cette revue-là est identifiée par son nom, par le volume et par les numéros. Maintenant, vous, votre article se trouve à la page 94 puis 114. Lorsqu'on a fait un mémoire, ici, on donne le nombre de pages de ce mémoire-là. Ici aussi, vous avez le cas d'un article aussi. Donc, on a le nom des auteurs, on a le titre, et ici, le nom de la revue, télédétection, volume, on abrège point 7, numéro, ici, c'est le numéro de 1 jusqu'à 4, et l'article se trouve entre les pages 217 et 235. Voici ça. C'est bon? Oui. Oui. Premier et à point 2300 en parenthèse. Oui. Faisons par exemple que Cuyenne et Premier et Al ont travaillé sur le même sujet. Et ce que j'ai écrit
les deux concerne les deux. Les deux comptent ça, en fait. Ok. Donc, je vais les mettre en parenthèse. On ne les sépare par point virgule. Voilà. Ici, on ne les sépare par point virgule lorsqu'il y a plusieurs. Donc, ici, je mets point virgule, espace. Et voilà. Juste point virgule et je mets l'autre auteur. C'est bon? Donc, ça, c'est le style Harvard. Ici, donc, on va voir le. Voici le style ici numérique. Dans le style numérique, on cite, on fait la citation propre. Donc, on fait la citation, on suit l'ordre. Donc, je mets le 1, le 2, le 3, le 4, voilà. Et maintenant, dans les références, maintenant, je vais dire le 1, il correspond à tel auteur, à tel, voilà, le 2, voilà, c'est comme ça. Ici, on va suivre l'ordre d'apparition. Ici, on suit l'ordre d'apparition. Quand on fait ici la référence, donc on ne suit pas l'ordre alphabétique. Or, vous, dans la charte de l'UFR ici, quand vous allez faire les références à la fin, vous suivez l'ordre alphabétique. Voilà, vous suivez l'ordre alphabétique. Eux ici, ils suivent. Donc, il y a des articles. Moi, ce que j'ai publié dans une revue où ils employaient ça, des citations numériques. Voilà. Oui. Le style Harvard. c'est vrai que le mieux conseillé pour nous. Non, nous, c'est pas. Ce que l'UFR, en fait, ce que la charte dit, nous, on utilise le style Poterdate. Et puis, dans le style Poterdate, il y a plusieurs variantes. Mais vous, c'est cette variante-là que vous allez utiliser. Voilà, c'est cette variante-là. C'est bon? Ok. Non, parce qu'il y a des variantes où, quand on met l'année, on ne met pas de parenthèse. Voilà. On ne met pas de parenthèse. Volume, on écrit tout le volume en même temps. Voilà. Donc, voilà, ça dépend du style bibliographique que vous allez adopter. Monsieur le directeur. C'est bon? Donc, premièrement, on dispose de données fiables et complètes. C'est-à-dire, lorsqu'on a un article, nous avons les différents éléments d'identification. Après, maintenant, nous, on choisit le style. C'est-à-dire, si on prend le style Harvard, si on prend le style. Donc, ici, l'UFR nous dit de prendre le style auteur-date. Donc, après le style, maintenant, nous allons maintenant faire référence à un logiciel maintenant de gestion des références bibliographiques. En fait, ce logiciel-là va nous permettre de faire quoi? De pouvoir automatiser en partie la collecte des références, la rédaction des citations et des références bibliographiques. Au lieu de vous-même taper le nom des auteurs et d'aller écrire encore là-bas, quand vous utilisez un logiciel de gestion des références bibliographiques, lorsque vous collectez vos informations, lui, il va faire ça automatiquement lorsque vous allez écrire votre mémoire. Il va faire les citations et il va faire aussi les références bibliographiques. Donc le logiciel va permettre de stocker les références issues d'une recherche documentaire. Lorsque vous avez vos mots-clés, vous allez peut-être sur un moteur de recherche, Google Scholar. Si vous avez installé le logiciel Zotero, lorsque vous téléchargez un document, vous pouvez en même temps télécharger les références de ce document-là. C'est-à-dire que vous téléchargez le document, en même temps vous téléchargez l'auteur, année de publication, le titre. Lui, dans le logiciel, il a des champs. Il a champ auteur, il va les remplir. Champ année, le champ titre, le champ revue de publication, le champ volume, le champ numéro, et il va vous remplir ça correctement. Et ça va vous permettre de pouvoir. Donc, après, lorsque vous avez ces références, vous pouvez les classer, les organiser. C'est-à-dire, soit je les classe en termes de mots-clés. C'est-à-dire, ici, je crée un dossier
pour tous les articles, peut-être qu'il parle de Sentinelle 2, ou bien tous les articles qui parlent de classification dirigée. Ou bien, voilà, donc vous pouvez classer par thème, voilà. Donc bien organisé, j'en vois pas. Vous pouvez aussi formater les références selon un style bibliographique. Il y a plusieurs styles bibliographiques. Vous allez voir comment installer même le logiciel. Il y a plusieurs styles qui sont dans ce logiciel. Il y a plusieurs variantes. Donc, on peut les voir. Nous-mêmes, on peut créer même un style aussi. Et ça va permettre de pouvoir générer automatiquement dans une publication scientifique les citations depuis la référence bibliographique. Et enfin, lorsque vous avez votre référence bibliographique, vous pouvez les partager aussi avec les amis. C'est-à-dire, vous avez déjà fait une bonne base de données pour peut-être un sujet bien donné. Donc, vous pouvez les partager avec vos amis aussi. Voilà. Partager et les publier. Donc, voici un peu comment fonctionnent les logiciels de gestion des références bibliographiques. Dans un premier temps, il faut importer ces références-là. Donc, on va les importer automatiquement, c'est-à-dire sur Internet, ou bien on peut ajouter manuellement. Vos aînés, ceux qui ont soutenu peut-être le master. Voilà. En fait, ce master ne se trouve pas encore sur Internet. Donc, vous allez ajouter manuellement. Donc, vous allez écrire auteur, vous allez taper le nom, année, vous allez saisir manuellement, puisque ces références-là, vous ne pouvez pas les avoir automatiquement. Voilà. Donc, lorsque on importe automatiquement ou on ajoute manuellement les références, on doit pouvoir les organiser, soit en mots-clés, soit peut-être en tête, voilà. Ça dépend il faut, vous allez créer des dossiers pour bien les organiser. Après, vous allez choisir un style bibliographique. C'est-à-dire, je vais choisir peut-être un style auteur d'art, un style numérique, voilà. Et maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle citer les sources et puis créer les références. Et quand on cite ça, c'est les travaux de Adam ou bien on cite les sources et après maintenant, on fait la référence bibliographique à la fin. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, ici, on vous donne voilà, un peu les atouts des logiciels de référence bibliographique. Maintenant, ici, ça vous permet un peu de classifier. Parce qu'il faut la différence quand on parle d'un logiciel libre et puis d'un logiciel gratuit. D'après vous, quelle est la différence entre logiciel libre et gratuit? Ou bien libre et propriétaire. On est ce logiciel est libre. Non, ce logiciel est propriétaire. Est-ce que tous les logiciels propriétaires sont gratuits ou bien sont payants? Est-ce que tous les logiciels libres sont gratuits? Donc, voilà. Tous les logiciels libres ne sont pas. Tous les logiciels libres ne sont pas gratuits. Oui, mais tout ce qui est open source Oui. peut être payant aussi. Je suis. Quand c'est open source, C'est gratuit, c'est pas payant. normalement, quand c'est open source, C'est au niveau des c'est gratuit. Comment vous avez des cartes? Non, il peut être payant. Open source. Open source. Moi, je vais télécharger. Et par exemple, vous avez besoin. Oui. Non. Télécharge. Est-ce que tu as payé? Oui. Bon, c'est autre chose. Voilà. Non, normalement, oui. Quand on parle de logiciel, ça veut dire quoi? C'est un logiciel qu'on peut faire. On peut avoir, et puis maintenant, on peut avoir encore. Voilà, on peut modifier le code, parce que le code n'est pas un codé.
Or, par contre, les logiciels propriétaires, lui, c'est-à-dire que vous pouvez juste l'utiliser, mais vous ne pouvez pas modifier le code source. Maintenant, il y a des logiciels peut-être qui peuvent être gratuits, comme il y a des logiciels propriétaires qui sont payants. Mais par contre, tout ce qui est normalement est libre est gratuit. On peut télécharger ça. Ouais, donc, on peut classer en fait les logiciels entre libre et gratuit, entre libre et propriétaire, gratuit ou commerciaux. Est-ce que j'ai accès à ce logiciel-là en ligne ou bien, voilà. Donc, voici. Est-ce que ce logiciel-là s'installe sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur Windows, sur Mac, sur Linux, voilà. Donc, ici, nous allons utiliser le logiciel parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Je pense que maintenant, dans la version 6. Donc, vous pouvez le télécharger. Puis, il y a beaucoup de tutos qui vous permettent de pouvoir maîtriser, manipuler le logiciel. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez dès maintenant vous approprier, télécharger. Et en même temps, quand vous avez une source ou bien des références et mémoire, vous savez que vous allez intégrer ce mémoire dans votre, voilà, en même temps, vous commencez à faire votre corpus de référence. Donc, vous allez télécharger, vous tapez zotero.org, voilà, vous allez voir la version. Il y a 2 versions. Voilà, vous allez faire ça tout à l'heure. Bon, je vais faire une pause un peu parce que non, ce n'est pas une pause